Salam alaikum. J'aimerais commencer la vidéo en vous souhaitant Ramadan Mubarak Karim, يدخل عليكم الله إن شاء الله بصحة وسلامة, avec une pensée spéciale pour les personnes qui le passent loin de leurs proches. Alors ce mois de Ramadan sera spécial cette année compte tenu de la pandémie par laquelle nous vivons. Alors j'ai pensé que peut-être ça sera l'occasion de nous détacher des biens matériels ou de méditer tous les changements par lesquels on est en train de passer. J'ai fait cette vidéo personnellement pour vous partager quelques réflexions que j'avais notées depuis le début de la crise, où je suis curieux de connaître vos réflexions à vous. Je crois que la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie traitera des impacts économiques, politiques, sociétaux de la pandémie, ou dans une deuxième partie, je pense que je vais traiter la question de pourquoi avec tous les grands efforts qui ont été entrepris au Maroc pour contrer à de la pandémie, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Alors, la crise, étymologiquement, veut dire un moment de dévoilement, où la crise, le nouveau coronavirus, a dévoilé beaucoup de choses qui ne tournaient pas rond, à mon humble avis, dans nos sociétés, dans nos modèles de production et peut-être même dans nos choix de vie. Alors, il faut savoir que le virus le corona est un virus qui touche tout le monde sans distinction ni sociale ni géographique. Et c'est l'une des raisons à laquelle a le tollé médiatique où tout le monde est alarmé. Parce que quand il s'agissait d'un virus, par exemple comme Ebola, Zika, qui était contenu à une certaine zone géographique ou à une certaine classe sociale des fois même, cela ne dérangeait personne. Et vu que ce virus-là touche tout le monde, il y a tout ce tollé médiatique. Alors, il y a deux théories en général sur l'origine du virus. C'est soit un virus transmis par un animal ou un virus qui a fuité d'un laboratoire. Quoi qu'il en soit, cela traduit un sentiment de toute puissance de l'homme vis-à-vis de la nature qu'il a voulu asservir, soit en braconnant des millions d'animaux, en les asservissant, soit en voulant jouer aux apprentis sorciers en manipulant des virus. Alors, quoi qu'il en soit, à chercher l'origine, ça ne va pas nous avancer à grand-chose. Le virus est là, il faut savoir maintenant quels sont les changements qu'il va opérer dans nos sociétés ou comment s'en sortir. Alors cette pandémie nous pousse à revoir notre rapport, à mon humble avis, avec la nature, au moins se sentir maître de celle-ci. Parce qu'à travers ce virus, la nature reprend ses droits, ou après avoir emprisonné des animaux, l'humain avait emprisonné des animaux partout, dans des zoos, dans des marchés, par le marché d'Arouane. Maintenant, c'est les animaux qui sont libres et c'est nous qui sommes confinés. Où la nature aussi reprend ses droits quand on voit par exemple que des sommets majestueux comme le sommet de l'Everest, qui devrait être normalement visible aux alentours, n'est devenu visible dans certaines villes, flingues, que parce qu'il y a moins de pollution. Ça nous pousse à nous questionner sur nos choix de vie, à comprendre que les plaisirs simples peut-être que sont les meilleurs, et que le fait de vivre cantonné dans des petits appartements où il n'y a pas de verdure, pas d'art aux alentours, c'est pas peut-être le meilleur choix de vie. Ou même la densité des villes, quand on voit par exemple une ville comme New York, ça a créé beaucoup plus de problèmes que de solutions face à cette crise, qui est très spéciale parce qu'elle provient de le contexte. Normalement, l'être humain, quand il y a des guerres, des crises, il se tourne vers le divertissement, le sport, les spectacles. Cette crise a enlevé tout. Il n'y a plus de sport, plus de spectacles. Et ça nous pousse aussi à nous questionner, à savoir la valeur des choses. Est-ce que la vie, sans ces choses-là, est-ce qu'il y a quelque chose en parallèle? Il y a aussi la question de la religion. Cette crise nous empêche de vivre notre religion de manière collective, vu que les lieux de culte sont fermés. Où ça nous pousse, à mon humble avis, ou cela n'engage que moi, tous ces avis n'engagent que moi, à nous interroger sur notre spiritualité, pardon. Avons-nous besoin de pratiquer notre religion en communauté pour s'élever spirituellement? Tout ça sont des questions qui me sont venues à l'esprit. Il y a aussi beaucoup de changements sur les rapports sociaux. On voit que la crise a changé les rapports sociaux entre hommes et femmes, pour le bien, mais aussi malheureusement beaucoup de fois pour le pire. Il y a plein de vidéos qui circulent sur des hommes qui commencent à aider leurs femmes dans les tâches ménagères, qui savent le qiymat de tout ce que les femmes font en parallèle avec leur boulot des fois. Mais ça a aussi créé beaucoup de violence
vis-à-vis des femmes, même des hommes des fois. Et j'espère que l'État marocain va penser à toutes ces femmes qui sont malheureusement battues ou là maltraitées par leurs hommes ou qui ne peuvent pas aller ailleurs, ni par exemple, moi par exemple, comme malheureusement font beaucoup de femmes, parce qu'il y a le confinement, il y a le couvre-feu, donc il y a des solutions. D'autres États ont pensé à d'autres solutions. Il y a aussi, cette crise est très violente parce qu'elle nous empêche de dire au revoir à nos proches. قدر الله يسر, si un proche est malade, on peut même plus lui dire au revoir. Ou ce qui est encore pire, c'est que ça dévoile عاوتاني les travers de la modernité dans des sociétés occidentales où des enfants mettent leurs parents, leurs grands-parents dans des maisons de retraite. Maintenant, ils sont face à la dure réalité. Leurs parents sont emprisonnés dans des maisons de retraite, entourés de personnes tout aussi fragiles qu'eux, ou sans pouvoir les voir. C'est très très dur à vivre. Ou cette crise sur les rapports sociaux, ça nous a aussi poussé à être solidaires, mais solidarité d'une façon forcée. On a vu beaucoup de pays s'inquiéter pour une fois pour les migrants, on a vu beaucoup de pays s'inquiéter pour les sans-abri, pas parce qu'on les aime, c'est dommage, mais pas parce que ces gouvernements les aiment, et c'est dommage là, mais parce que ça, c'est une source de risque. Il y a aussi un point très essentiel, cette crise nous a poussé à comprendre la souffrance de beaucoup de personnes qui sont opprimées. Je pense par exemple aux personnes de Gaza qui sont confinées depuis des décennies. La crise a aussi dévoilé un certain racisme. Le monde était raciste vis-à-vis des Chinois quand on croyait que la crise allait être cantonnée en Chine, que c'était entre guillemets les Chinois, un virus chinois comme dit Donald Trump. Mais maintenant, c'est au tour des Chinois d'être racistes vis-à-vis des Africains subsahariens qui sont chez eux en Chine. Et ils les considèrent comme une source probable d'un réenclenchement de la crise. Alors, d'un côté politique, la crise a invité les pays à améliorer leur système de santé d'une façon là aussi forcée. Et ça a aussi poussé les pays à nettoyer les espaces publics et à avoir un nouveau rapport avec l'espace public, parce que l'espace public est maintenant source d'inquiétude. Ça peut être un vecteur de transmission. Et on voit beaucoup de pays, par exemple le Maroc, où il y a eu réappropriation des biens publics communs, pour le bien et pour le pire, parce qu'on ne pense pas aux personnes dans la source de revenus et ce bien public commun. Je pense à Al-Farracha, je pense à Nas Bekrars. On y pense, mais d'une façon balbutiante. Il faut leur proposer le badil, il faut leur proposer une alternative. La crise a aussi dévoilé une chose. Beaucoup de penseurs politiques commencent à soulever la question, est-ce que l'autoritarisme est meilleur face à ces crises? Est-ce que quand la Chine impose un couvre-feu ou bien impose un confinement, est-ce qu'il est aussi facile de faire la même chose, par exemple, dans des pays dits démocratiques comme le Royaume-Uni ou les États-Unis? La crise a aussi dévoilé un point très beau à mon avis, c'est quand on voit la différence entre la gestion de la crise par les femmes, femmes politiques, les dirigeantes des pays, par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Allemagne, avec les hommes. Quand on compare par exemple la Nouvelle-Zélande ou l'Allemagne où il y a des femmes à la tête de l'État et les États-Unis et le Royaume-Uni où il y a des hommes, euh, les femmes ont très vite pris conscience de la crise, étaient très franches avec leur population et pris beaucoup par instinct de protection, pris beaucoup de mesures de protection vis-à-vis du peuple. Par contre, des hommes dits machos, des forts, entre guillemets, ont sous-estimé la crise jusqu'à ce qu'ils en payent le prix. Par exemple, je pense au Premier ministre britannique. La crise sur un côté politique a aussi poussé à l'arrêt des contestations sociales. Malheureusement, le Hirak, il y avait une très très bonne énergie. On ne peut plus parler de Hirak véritable avec la crise du coronavirus. Il y a aussi un appel, la crise a réussi, ce coronavirus a réussi à stopper quelques guerres et à pousser des pays comme l'Arabie Saoudite à vouloir signer un cessez-le-feu avec le Yémen, ce qui normalement devrait être le cas sans avoir un virus qui nous pousse à le faire. La crise a aussi poussé les pays à revoir leurs éléments de puissance. Il y a eu deux porte-avions, à ma connaissance, qui ont été stoppés net par le coronavirus.
Et on sait tous que le porte-avions est l'un des instruments ultimes de puissance. Du côté économique, je pense que cette crise pousse et encourage les productions locales et encourage aussi les pays à produire localement des équipements sanitaires, ce qui peut être une bonne chose pour un pays, par exemple, comme le Maroc. Ça nous pousse aussi à avoir de nouvelles habitudes de consommation, de nouvelles habitudes de vente. Même, par exemple, des petits marchands, khaddar, autres, commencent à livrer. Et c'est peut-être comme ça à quoi ressemblera le monde de demain. Ça a aussi changé la façon dont on apprend. Il y a l'éducation à distance et aussi la façon avec laquelle on bosse, le télétravail, mais pas pour tous malheureusement, parce qu'il y a plein de personnes qui sont obligées pardon, de partir à leur boulot, la peur au ventre, parce qu'on ne peut pas faire autrement quand on travaille dans une chaîne de production. C'est très difficile de respecter les mesures de distanciation sociale. Et la crise a aussi dévoilé un autre point qui est l'effet positif des délocalisations. Si par exemple au Maroc, on n'avait pas beaucoup d'industries textiles qui vendent pour de grandes marques étrangères, on n'aurait pas pu, je pense, à mon humble avis, produire autant de masques avec une aussi grande facilité, même s'il y a encore des couacs sur le côté de la distribution. Alors en parlant du Maroc, justement, pour clôturer la vidéo, on constate que beaucoup d'efforts ont été entrepris, mais les retombées ne sont pas aussi bonnes que l'on voudrait. La courbe, malheureusement, continue à grimper. Et ce n'est pas tellement la question de la courbe qui continue à grimper, mais c'est les gens qui ne veulent pas jouer le jeu du confinement. Euh, Mis à part les personnes qui sont obligées de sortir, les petits commerçants, le farracha, toutes les personnes qui sont obligées, talb maasho, on ne peut pas leur en vouloir s'ils sortent, à condition qu'ils respectent les mesures de distanciation sociale. À mon avis, on aura beau mettre un agent d'autorité pour chaque personne au Maroc, si les gens ne veulent pas jouer le jeu, ça ne va pas servir à grand-chose. Euh, le problème, c'est qu'à mon humble avis, le contrat social est brisé. Les gens sentent que la loi ne s'applique pas à tout le monde de la même manière. Et si une loi ne s'applique pas à tout le monde de la même manière, parce que la loi doit être normalement, par définition, aveugle et abstraite, les gens ne veulent pas la suivre. Il y a même des gens qui veulent sortir juste pour savoir si les gens respectent le confinement. C'est à tomber par terre. Et au Maroc, j'ai le sentiment qu'on respecte la loi, pas pour tout le monde, mais il y a une partie de la population qui est comme ça. On ne respecte la loi que lorsqu'elle est personnifiée dans le corps d'un policier. L'impératif catégorique, par exemple, de Kant n'est pas respecté. Euh, Avant, par exemple, quand on part dans un épicier, si quelqu'un court-circuite la file d'attente, ça peut énerver, mais ça n'a pas de grandes conséquences. Maintenant, chez un épicier, s'il y a des personnes qui court-circuitent la file d'attente, qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, qui se bousculent, ça a beaucoup plus de conséquences parce que le virus se transmet très facilement. Ou quand le contrat social est respecté, les gens sentent qu'ils sont dans le même bateau. Et le coronavirus nous rappelle justement qu'on est dans le même bateau. Ma santé dépend aussi de la santé des autres et la santé des autres dépend de la mienne. C'est comme si la nature, on revient à la nature avec laquelle on a débuté la vidéo, nous apprenait à sa manière notre interdépendance. Où je crois que cette crise est l'occasion de raviver la flamme ou peut-être d'acquérir une nouvelle sagesse collective qu'on est tous un et qu'il ne faut pas réfléchir en individualité. J'aime bien donner l'exemple de la ruche. Les abeilles, toute la ruche est un. Il n'y a pas une abeille qui réfléchit individuellement, entre guillemets. Ça nous pousse aussi à souligner le fait que on n'appartient pas, malheureusement ou heureusement, juste à nous-mêmes. On appartient aussi à la société et à la communauté euh, à laquelle, dans laquelle nous avons vécu. Donc, je crois que le Maroc a fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de résultats à souligner, plein d'innovations. L'État, franchement, je lui tire mon chapeau, mais il reste aussi cette pression de contrat social qui les a désirés. Il y a beaucoup de moyens d'y remédier, mais en tout cas, je pense que cette crise va révéler qui nous sommes en tant que nation
Et pour clôturer, je vous souhaite d'être en bonne santé pour vous et vos proches. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.